Et si l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde venait d'être mis en difficulté, non pas par une armée entière, non pas par une pluie de missiles hypersoniques, mais par quelques drones lents, discrets et relativement peu coûteux, pendant plusieurs heures, selon les récits qui circulent parmi les analystes de défense, des drones auraient évolué dans un espace aérien pourtant considéré comme l'un des plus surveillés de la planète. Et ce qui inquiète le plus les stratèges, ce ne sont pas seulement les explosions. C'est le silence avant les explosions. Ce moment étrange où une machine censée tout voir semble soudain regarder dans la mauvaise direction. Car derrière cet incident se cache peut-être une vérité beaucoup plus grave, la guerre moderne est en train de changer. Et ce changement pourrait bouleverser non seulement la sécurité d'Israël, mais aussi l'équilibre du Moyen-Orient, les marchés de l'énergie, les routes maritimes, et même la manière dont les grandes puissances pensent la défense au XXIe siècle. Je suis Alexandre Morel, et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Depuis des décennies, Israël a bâti une réputation militaire presque mythique autour de sa capacité à détecter, intercepter et neutraliser les menaces venues du ciel. Dans l'imaginaire collectif, son architecture de défense aérienne représente une sorte de mur invisible, sophistiqué, rapide, multicouche, alimenté par des radars puissants, des algorithmes de suivi, des intercepteurs coûteux et une coopération technologique profonde avec les États-Unis. Mais parfois, dans l'histoire militaire, une seule séquence suffit à fissurer une certitude. Pas forcément parce qu'elle détruit beaucoup, pas forcément parce qu'elle provoque un choc spectaculaire visible à la télévision, mais parce qu'elle révèle quelque chose que personne ne voulait vraiment voir. Et c'est exactement ce que cet épisode semble avoir fait. Selon plusieurs récits relayés dans les milieux d'analyse régionale, un petit nombre de drones auraient pu évoluer pendant plusieurs heures au-dessus ou à proximité de zones sensibles israéliennes, sans être immédiatement neutralisés par un système pourtant présenté comme l'un des plus performants du monde. Si tous les détails opérationnels restent à confirmer, l'idée même qu'une telle situation soit possible suffit déjà à provoquer une onde de choc stratégique. Parce que la vraie question n'est pas seulement combien de drones sont passés, la vraie question est beaucoup plus inquiétante. Comment un système aussi coûteux, aussi surveillé, aussi modernisé peut-il être mis sous pression par des plateformes relativement simples, lentes et bon marché ? C'est ici que l'incident prend une dimension beaucoup plus profonde. Dans la guerre moderne, la puissance ne repose plus uniquement sur la force de frappe. Elle repose aussi sur la confiance. La confiance des dirigeants, la confiance des militaires, la confiance des populations, la confiance des marchés, la confiance des alliés et même la confiance des adversaires dans la capacité d'un État à protéger son territoire. Quand cette confiance commence à trembler, tout le calcul stratégique change. Israël n'a pas seulement investi dans des missiles intercepteurs. Israël a investi dans une perception, l'idée que son ciel est surveillé en permanence, que chaque menace est identifiée, classée, suivie et détruite avant de produire un effet stratégique majeur. Mais les drones à basse altitude viennent attaquer précisément cette perception. Ils ne cherchent pas toujours à frapper fort. Parfois, leur objectif est plus subtil, forcer l'adversaire à douter, lui montrer que son architecture de défense a des angles morts, lui imposer un coût financier disproportionné, lui faire comprendre que même une puissance technologiquement supérieure peut être vulnérable face à une menace pensée autrement. Et cette menace est radicalement différente de celle contre lesquelles les grands systèmes de défense aérienne ont été conçus. Pendant longtemps, les doctrines occidentales et israéliennes se sont préparées à affronter des missiles balistiques, des avions de combat rapides, des missiles de croisière, des roquettes ou des attaques de saturation. Ces menaces ont des profils relativement identifiables, elles vont vite, elles suivent certaines trajectoires, elles émettent parfois des signatures thermiques ou radars plus lisibles, et elles correspondent à des scénarios militaires connus. Les petits drones, eux, jouent une autre partie. Ils peuvent voler bas.
Ils peuvent voler lentement, ils peuvent se mélanger au bruit environnemental, ils peuvent apparaître comme des anomalies mineures dans un océan de signaux. Ils peuvent se confondre avec des oiseaux, des interférences, des reflets maritimes, des objets civils ou de simples parasites radars. Et c'est là que le piège devient redoutable. Plus un système de détection est sophistiqué, plus il doit filtrer. Il ne peut pas traiter chaque point suspect comme une attaque confirmée. Sinon, il s'épuise. Les opérateurs seraient submergés, les intercepteurs seraient gaspillés, les alertes deviendraient ingérables. Le système entier se transformerait en machine à produire de la panique. Alors il filtre, il priorise, il classe, il ignore certains signaux. Et l'attaquant intelligent cherche précisément à vivre dans cet espace gris, entre ce qui est détectable et ce qui est jugé négligeable. C'est peut-être là que se trouve la véritable révolution stratégique. Un drone n'a pas besoin d'être invincible, il a seulement besoin d'être suffisamment discret, suffisamment lent, suffisamment ambigu pour retarder la décision du défenseur. Quelques minutes peuvent suffire, 1 heure peut devenir un choc, plusieurs heures deviennent un message, et ce message est clair. La supériorité technologique ne garantit plus automatiquement la supériorité défensive. L'architecture israélienne repose sur plusieurs couches. Le dôme de fer pour les roquettes de courte portée, la fronde de David pour les menaces de moyenne portée, les systèmes Arrow pour les missiles balistiques. À cela s'ajoutent des radars avancés, des capacités américaines, des avions de chasse modernes, une intégration commandement-contrôle et une expérience opérationnelle considérable. Sur le papier, c'est impressionnant, mais la guerre ne se gagne pas sur le papier. Elle se joue dans la friction, dans les angles morts, dans le brouillard opérationnel, dans le détail technique qui échappe au slogan politique. Et ce détail est simple. Un système peut être excellent contre un type de menace, tout en étant moins efficace contre une menace qui ne respecte pas les catégories prévues. C'est ce que les drones de nouvelle génération exploitent. Depuis des années, l'Iran développe des capacités de drones qui ne cherchent pas toujours la vitesse maximale ou la sophistication spectaculaire. L'objectif est souvent ailleurs. Réduire la signature radar, minimiser la signature thermique, utiliser des formes plus discrètes, des moteurs moins visibles, des matériaux composites, des profils de vol bas, des trajectoires complexes et parfois des approches inattendues. Autrement dit, l'objectif n'est pas seulement de frapper. L'objectif est d'obliger l'adversaire à se défendre contre quelque chose qui coûte beaucoup moins cher à produire qu'à intercepter. Et là, nous entrons dans l'une des dimensions les plus brutales de la guerre moderne, l'économie de l'attrition. Un drone peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Un missile intercepteur peut coûter beaucoup plus. Mais le prix du missile n'est qu'une partie du problème. Il faut ajouter le coût de l'alerte, le coût de la surveillance, le coût des patrouilles aériennes, le coût du maintien en état de préparation, le coût des radars, le coût de la guerre électronique, le coût des réparations, le coût psychologique et le coût politique. Chaque drone oblige l'adversaire à se demander « faut-il tirer ? Faut-il attendre ? Faut-il mobiliser ? Faut-il alerter la population? Faut-il changer la posture militaire? Et chaque réponse coûte quelque chose. C'est une guerre où l'attaquant peut parfois dépenser peu pour forcer le défenseur à dépenser énormément. Ce déséquilibre est au cœur de la crise actuelle. Dans le passé, beaucoup de puissances pensaient que la meilleure technologie finirait toujours par dominer. Mais les conflits récents ont montré autre chose. Des systèmes moins chers, produits en grand nombre, utilisés intelligemment, peuvent user des architectures très coûteuses. Ils ne les détruisent pas toujours frontalement. Ils les fatiguent, ils les testent, ils les forcent à révéler leurs limites. Et lorsqu'une limite est révélée, elle ne disparaît pas. Elle devient une donnée stratégique. Les adversaires l'étudient, les alliés s'inquiètent, les marchés réagissent, les doctrines changent, les budgets gonflent. Les industries de défense adaptent leurs priorités. Les gouvernements réévaluent leurs vulnérabilités. C'est pourquoi cet incident dépasse très largement Israël. Les États du Golfe observent, l'Arabie saoudite observe, les Émirats observent, les États-Unis observent, l'Europe observe, la Chine observe.
Tous comprennent qu'un problème de drone au-dessus d'Israël peut devenir demain un problème de drone au-dessus d'une raffinerie, d'un terminal gazier, d'un port stratégique, d'une base militaire ou d'un couloir maritime vital. Et lorsque l'énergie est concernée, le monde entier est concerné. Les marchés pétroliers ne réagissent pas seulement aux destructions réelles, ils réagissent aussi aux risques. Ils réagissent à la perception que la région devient moins stable. Ils réagissent à l'idée qu'une infrastructure auparavant considérée comme protégée pourrait ne plus l'être complètement. Une simple démonstration de vulnérabilité peut suffire à augmenter les primes de risque. Et lorsque les primes de risque augmentent, les effets se propagent vite. Prix du pétrole, coût du transport maritime, assurance, fret, produits manufacturés, agriculture, inflation, chaîne d'approvisionnement. Un drone qui tourne pendant quelques heures au-dessus d'une zone sensible peut finir par influencer le prix d'un conteneur à Singapour, la facture énergétique d'une usine en Europe, les décisions d'une compagnie d'assurance à Londres ou le budget d'une famille à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient. Voilà pourquoi il serait dangereux de réduire cet événement à une simple affaire militaire. C'est un signal systémique. Il révèle que la frontière entre guerre locale et impact mondial devient de plus en plus mince. Et ce signal arrive à un moment où le Moyen-Orient est déjà placé sous une tension extrême. Israël et l'Iran ne s'affrontent pas seulement par déclaration. Ils s'affrontent par réseau, par proxy, par cyberattaque, par sabotage, par pressions économiques, par démonstrations militaires, par messages indirects. Dans ce type de confrontation, chaque camp teste l'autre. Mais le risque, c'est que le test devienne escalade. Un drone envoyé pour envoyer un message peut être interprété comme une préparation à une frappe majeure. Une riposte calibrée peut être perçue comme une humiliation insupportable. Une interception ratée peut pousser un gouvernement à frapper plus fort pour restaurer sa crédibilité. Et soudain, une crise limitée commence à avancer plus vite que la diplomatie. C'est souvent ainsi que les conflits dangereux naissent, non pas d'un grand plan parfaitement assumé, mais d'une série de réactions, de malentendus, de pressions internes et de calculs politiques. La dissuasion est fragile parce qu'elle dépend de la perception. Si Israël croit que ses défenses sont moins fiables, il peut être tenté de compenser par une posture plus offensive. Si l'Iran croit que ses drones peuvent contourner certaines défenses, il peut être tenté d'utiliser davantage cette capacité. Si les États-Unis croient que leur allié est exposé, ils peuvent renforcer leur présence. Si les États du Golfe se sentent vulnérables, ils peuvent demander davantage de garanties sécuritaires. Chaque acteur agit pour se protéger. Mais ensemble, ces réactions peuvent produire une région plus militarisée, plus nerveuse, plus coûteuse et plus dangereuse. 3 scénarios semblent alors possibles. Le premier scénario est l'adaptation technologique. Dans cette voie, Israël, avec le soutien des États-Unis, accélère la construction d'un nouveau modèle de défense contre les drones. Les radars classiques ne suffiraient plus. Il faudrait combiner des capteurs acoustiques, des caméras électro-optiques, de l'infrarouge, de l'intelligence artificielle, des systèmes passifs, de la guerre électronique, des lasers, des brouilleurs, des filets de détection et une analyse automatisée capable de distinguer une vraie menace d'un simple bruit environnemental. Ce serait une transformation profonde de la défense aérienne, mais elle serait coûteuse, lente et difficile. Car chaque amélioration défensive crée une réponse offensive. Si les drones deviennent plus discrets, il faut de meilleurs capteurs. Si les capteurs progressent, les drones changent de forme, de trajectoire ou de signature. Si les défenses brouillent les communications, les drones deviennent plus autonomes. Si les intercepteurs deviennent plus efficaces, les attaques deviennent plus nombreuses. C'est une course sans fin. Et dans une course sans fin, l'avantage appartient souvent à celui qui peut produire vite, produire beaucoup et accepter des pertes. Le deuxième scénario est le durcissement de la dissuasion. Dans cette option, Israël pourrait conclure qu'une défense parfaite n'existe plus. Au lieu de promettre d'arrêter chaque menace, le message deviendrait plus brutal. Toute attaque entraînera une riposte massive contre des infrastructures vitales.
C'est la logique de la dissuasion par la punition. Si vous nous frappez, nous frapperons plus fort. Cette logique peut empêcher certains adversaires d'aller trop loin, mais elle rend aussi la région plus dangereuse parce qu'elle repose sur la peur, sur la retenue et sur la rationalité simultanée de tous les acteurs. Or, dans une crise, la rationalité est souvent fragile. Un mauvais signal, une frappe mal interprétée, une victime inattendue, une pression politique intérieure, une vidéo devenue virale, une rumeur, une accusation, et l'escalade peut s'emballer. Quand un État se sent vulnérable, il peut devenir plus prudent. Mais il peut aussi devenir plus agressif pour montrer qu'il n'a pas perdu sa force. C'est précisément ce qui rend ce moment si dangereux. Le troisième scénario est la diplomatie. C'est le moins spectaculaire, mais probablement le plus nécessaire. Il impliquerait des médiateurs régionaux comme Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, peut-être la Chine, et d'autres acteurs capables d'ouvrir des canaux de désescalade. Il faudrait discuter de limites, de lignes rouges, de mécanismes de vérification, de sécurité maritime, de drones, de missiles, d'infrastructures énergétiques et de communication d'urgence. Mais cette voie est politiquement difficile. Israël devrait accepter qu'aucune défense ne garantit une invulnérabilité totale. L'Iran devrait accepter de limiter certaines capacités qu'il considère comme essentielles à sa dissuasion. Les États-Unis devraient jouer un rôle diplomatique plus complexe que la simple logique de confrontation. Les pays du Golfe devraient équilibrer leur dépendance sécuritaire à Washington avec leurs intérêts économiques croissants avec Pékin. Personne ne voudrait apparaître faible. Et pourtant, dans l'histoire, les compromis imparfaits ont souvent évité des catastrophes parfaites. Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est le rôle silencieux des grandes puissances. Les États-Unis restent le garant militaire principal d'Israël et d'une grande partie de l'architecture de sécurité régionale. Mais chaque nouvelle vulnérabilité révélée augmente la pression sur Washington. Plus les alliés se sentent menacés, plus ils demandent des systèmes, des garanties, des financements, des radars, des intercepteurs, des munitions et des technologies. À long terme, cela pose une question difficile. Combien coûte le maintien d'une dissuasion crédible dans une région où l'adversaire peut produire des menaces à bas coût? Pendant ce temps, la Chine avance autrement. Elle n'a pas besoin de dominer militairement le ciel du Moyen-Orient pour augmenter son influence. Elle peut investir, reconstruire, acheter de l'énergie, financer des infrastructures, proposer une médiation, développer des routes commerciales et devenir indispensable économiquement. Si les puissances régionales s'épuisent dans une guerre d'attrition, celui qui arrive avec du capital, des contrats et une image de stabilité peut gagner en influence sans tirer un missile. C'est une leçon ancienne. Dans la guerre du Péloponnèse, Athènes dominait la mer, Sparte dominait la terre. Chacun croyait posséder l'avantage décisif. Mais la guerre longue a épuisé les deux. Et pendant que les rivaux s'affaiblissaient, d'autres puissances ont retrouvé de l'espace pour influencer le jeu. Le parallèle n'est pas parfait, mais la logique est reconnaissable. Une puissance peut perdre non pas parce qu'elle est vaincue dans une bataille, mais parce qu'elle est entraînée dans une dépense permanente, une tension permanente, une mobilisation permanente, une instabilité permanente. C'est cela que les drones rendent possible. Ils ne sont pas seulement des armes, ils sont des instruments d'usure stratégique. Ils obligent l'adversaire à vivre dans l'alerte. Ils rendent la frontière plus nerveuse. Ils forcent les armées à disperser leurs ressources. Ils exposent des failles. Ils frappent parfois. Mais surtout, ils imposent un doute. Et dans la guerre moderne, le doute peut coûter aussi cher qu'une explosion. La grande question est donc la suivante. Assistons-nous à un incident isolé ou au début d'une nouvelle ère? Si cette séquence confirme une tendance plus large, alors les systèmes de défense aérienne les plus avancés devront être repensés. Les armées ne pourront plus se contenter de préparer la guerre contre des missiles rapides et des avions sophistiqués. Elles devront aussi apprendre à gérer des essaims de petits drones, des menaces ambiguës, des objets autonomes, des trajectoires imprévisibles et des attaques conçues pour coûter moins cher à lancer qu'à arrêter.
Cela va changer les budgets militaires, cela va changer les doctrines, cela va changer l'industrie de défense, cela va changer la manière dont les États protègent leurs villes, leurs ports, leurs centrales, leurs raffineries, leurs bases et leurs frontières. Et surtout, cela va changer la perception de la puissance. Pendant longtemps, la puissance se mesurait à ce que l'on possédait. Avions, missiles, navires, bases, radars, satellites. Désormais, elle se mesure aussi à ce que l'on peut imposer comme coût à l'adversaire. Un acteur moins riche, moins avancé conventionnellement, mais capable de produire des menaces répétées, peu coûteuses et difficiles à neutraliser, peut obtenir un effet stratégique disproportionné. C'est cela qui inquiète les planificateurs militaires, pas seulement le drone lui-même, mais le modèle qu'il représente. Un modèle où la défense devient plus chère que l'attaque, un modèle où les grands systèmes sont obligés de se réinventer, un modèle où l'État technologiquement supérieur doit dépenser toujours plus pour garder une avance qui devient moins certaine. Ce qui s'est passé dans l'espace aérien israélien pourrait donc être retenu non pas comme un simple incident, mais comme un avertissement. Un avertissement adressé à Israël, un avertissement adressé aux États-Unis, un avertissement adressé aux monarchies du Golfe, un avertissement adressé à toutes les puissances qui ont bâti leur sécurité sur l'idée que leurs systèmes les plus avancés verraient toujours venir le danger. Car le danger du XXIe siècle n'arrive pas toujours à grande vitesse. Parfois, il arrive lentement, très bas, presque silencieux. Et il ne cherche pas seulement à détruire une cible, il cherche à détruire une certitude. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une confrontation entre Israël et l'Iran. C'est peut-être une bascule dans l'histoire militaire contemporaine. Une bascule où la puissance ne se mesure plus seulement au prix des armes, mais à la capacité de forcer l'adversaire à douter, à dépenser, à s'épuiser et à revoir toutes ses certitudes. Si quelques drones peuvent provoquer autant de questions dans l'un des espaces aériens les plus protégés du monde, alors aucun État ne peut vraiment ignorer ce signal. La guerre de demain ne ressemblera peut-être pas aux grandes batailles que les stratèges avaient imaginées. Elle sera plus silencieuse, plus économique, plus technologique, plus psychologique. Et parfois, les armes les plus dangereuses ne seront pas forcément les plus chères. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation. Est-ce le début d'une nouvelle ère militaire ou simplement une faille temporaire que les grandes puissances vont rapidement corriger ? Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre les enjeux cachés derrière cet incident, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui suit l'actualité internationale. Ici, on ne regarde pas seulement les événements, on essaye de comprendre ce qu'ils annoncent vraiment.